S'il y a un jeu qui a fait parler en 2025, c'est bien Clair Obscur Expédition 33. Et malgré les nombreux autres jeux qui ont vu le jour cette même année, aucun autre n'aura attiré l'attention à ce point. Pour vous donner un ordre d'idée, rien que sur Steam, on est à plus de 23 000 évaluations, ces dernières étant classées comme extrêmement positives, soit la meilleure appréciation possible de la plateforme. En d'autres termes, c'est la crème de la crème. En défilant au milieu du vaste océan qu'elle représentait, je n'ai pas pu mettre la main sur la moindre d'entre elles mettant en avant un pouce rouge correspondant à une quelconque expérience négative. Clair Obscur Expédition 33 remet enfin les pendules à l'heure, se hissant au sommet de son art et en s'affirmant déjà comme le jeu de l'année 2025. Comme beaucoup, je l'avais prudemment glissé dans ma liste de souhaits en début d'année, sans imaginer qu'il susciterait un tel engouement, quand la poésie te met une claque en 60 fps. J'étais venu pour un RPG français, je repars en récitant des vers et en pleurant sur un boss qui parle mieux que moi. Un esti de bon jeu, comme on dit au Québec. Salutations à mes cousins français pour avoir donné un coup de pied au cul de l'industrie du jeu. Charmant message de Mortix qui dépasse la barre des 325 heures de jeu. Et ce n'est pas un cas isolé, au contraire. Le nombre de joueurs dépassant les 100 heures de jeu constitue en réalité une véritable petite armée. D'autant plus qu'on ne parle en l'occurrence que de Steam, mais il ne faut pas non plus oublier les joueurs des autres plateformes, Epic, Play, Xbox. Clair Obscur fait très fort dès sa sortie, le 24 avril 2025, recueillant un accueil presque unanime. C'est notamment le cas sur Metacritic, un site qui regroupe les notes de dizaines de médias. Le jeu obtient alors la note de 92 sur 100, un score dit Universal Acclaim, littéralement acclamé universellement. Il se hisse donc déjà très haut dans le classement des jeux les mieux notés, comme Split Fiction par exemple, qui, à titre de comparaison, a obtenu la note de 91 sur 100. Et ça, pour un jeu d'un studio indépendant, c'est déjà un signal très fort. Clair Obscur s'est alors très rapidement imposé comme le RPG à ne pas manquer en 2025, créant ainsi un intérêt massif autour de ce dernier. Et comme on vient de le dire, on ne peut pas passer à côté de son studio indépendant français, Soundfall Interactive. Et c'est en partie le fait qu'un petit studio comme celui-ci ait atteint ce niveau de qualité remarquable qui a attiré l'attention. Un contexte qui renforce l'idée que le jeu est une œuvre de passion, loin de ces énormes productions qui sacrifient trop souvent la créativité au profit du rendement. On a alors une masse de joueurs et de médias qui se bousculent, curieux de voir ce qu'un petit studio comme celui-ci peut produire. Sans plus tarder, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et d'aborder les différents aspects qui font de ce jeu ce que beaucoup ont qualifié de chef-d'œuvre, son atmosphère, ses musiques, ses ambiances et son histoire. L'un des aspects les plus marquants du jeu est sa direction artistique, qui ne tire d'ailleurs pas son inspiration de n'importe où. Si je vous dis la Belle Époque, ça vous parle? Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit d'une période qu'a connue la France, principalement de la fin du 19e siècle jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Elle se démarque et est connue pour son raffinement, ainsi que son explosion créative. Elle se traduit au sein du jeu par une combinaison de divers éléments architecturaux, vestimentaires et même sociaux, donnant ainsi à cet univers un charme unique et élégant que certains n'hésitent pas à qualifier de féerique. Le jeu renvoie alors à l'esthétique des grandes villes européennes à l'époque, notamment Paris. On y trouve des bâtiments richement ornés, des places et des promenades inspirées de l'urbanisme haussmannien, que l'on retrouve encore à l'heure actuelle, comme dans les 8e, 16e et 17e arrondissements de Paris. L'univers de Clair Obscur ne copie pas totalement la réalité historique, il en reprend les codes en la déformant, en lui apposant une teinte fantastique. Côté vestimentaire, le style est aussi au rendez-vous. Costume 3 pièces, textile raffiné, gants, accessoires, broderies, toute cette élégance, elle contraste forcément avec la noirceur du monde dans lequel on vit, créant ce mélange propre à la direction artistique du jeu, la beauté comme vernis, la tragédie en profondeur. Et tout ça nous mène à une culture de l'art, évidemment omniprésente au sein du jeu, comme son nom l'indique. La Belle Époque, âge d'or de la peinture et de l'illustration, dépeint une influence évidente au sein du jeu, pensé comme un tableau. Effet de lumière reprenant les codes clair-obscur, environnement évoquant des œuvres symbolistes ou romantiques, le jeu ne se contente pas de s'inspirer visuellement, il utilise l'art comme essence du récit. Ici, la Belle Époque n'est pas simplement un décor, elle sert à raconter un monde obsédé par la beauté, au point d'en perdre la raison. Le jeu exploite parfaitement cette dualité qui contraste tant beauté éblouissante et violence du gommage, architecture grandiose et rues vides ou dévastées, élégance des personnages et souffrance omniprésente, rêve artistique et cauchemar existentiel. Et tout ce joli cocktail, il illustre merveilleusement bien le contenu du jeu, et ça suscite les émotions. Quand on joue, ça éveille les sensations. C'est assez dur de rester de marbre devant ces plans d'une beauté à couper le souffle, n'est-ce pas?
Je vous propose, avant d'enchaîner avec le gros du sujet, d'aborder brièvement le côté gameplay. Clair Obscur, c'est, comme vous le savez probablement, un RPG au tour par tour, mais qui se compose d'éléments qui ont lieu en temps réel. Les phases de combat mêlent tour par tour et actions et événements en temps réel. En jouant, le joueur peut alors décider d'effectuer une attaque de mêlée de base, consommer un objet, utiliser des points d'action pour tirer sur un ennemi ou bien utiliser une compétence. Pendant le tour des ennemis, le joueur peut esquiver, parer ou sauter par-dessus leurs attaques en temps réel pour éviter les dégâts. Le combat prend fin lorsqu'il ne reste plus aucun combattant dans l'un des deux camps. En somme, les combats sont extrêmement rythmés, avec une tension croissante au sein de ce dernier, plus il s'étale dans le temps. Le joueur doit alors chercher le juste milieu entre stratégie et action, apportant ainsi un côté très immersif à chaque bataille rudement menée. Et vous vous demandez peut-être combien de temps on prend pour boucler l'histoire. D'après la moyenne des joueurs ainsi que cet article de jeuxvideo.com, on se situe entre 30 et 40 heures pour la trame principale, et entre 60 et 70 heures si vous êtes pointilleux et que vous ne voulez rater aucune miette de ce que le jeu a à vous offrir. Autrement dit, peu importe que vous jouiez dans les grandes lignes ou dans les détails, vous en aurez pour votre argent, puisqu'on est effectivement dans un format très aventure, sans tomber toutefois dans l'open world classique. D'ailleurs, vous vous souvenez du gommage dont on a parlé il y a quelques instants? Eh bien, laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de choses à dire à propos de ce dernier et de tout ce qui en découle. Du coup, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à Lumière. Lumière, c'est une ville aux allures post-apocalyptiques qui, au premier coup d'œil, devrait vous rappeler la capitale française, Paris. Et malgré l'aspect désordonné de cette dernière, il y fait bon vivre, les habitants y mènent une vie belle et bien heureuse. Mais ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et ce qui se cache en dessous de la surface laisse un petit peu moins rêveur. Puisque, en effet, au loin, vous pourrez apercevoir un immense monolithe sur lequel un nombre figure. Et ce nombre, il descend d'une unité chaque année, et il est loin d'être anodin. Derrière celui-ci se cache la peintresse, qui vient repeindre le nombre qui s'y trouve chaque année. Sa particularité, c'est que toutes les personnes dont l'âge est égal au nombre affiché sur le monolithe subissent ce qu'on appelle le gommage. Oui, le fameux gommage dont on a parlé précédemment. Le gommage, pour la faire courte, c'est une disparition pure et simple. D'un côté très belle et poétique, très claire, et d'un autre côté profondément déchirante et bouleversante, très obscure. Ce nombre affiché constitue un compte à rebours imparable pour tous les habitants de Lumière. Sauf que vous vous en douterez, rester les bras croisés en attendant son tour, ce n'est pas vraiment ce que les habitants recherchent. Et c'est pourquoi, chaque année, après la cérémonie du gommage, une nouvelle expédition est formée, constituée majoritairement des personnes dans leur dernière année de vie, la fameuse Expédition 33. L'ultime but de cette dernière étant de mettre un terme aux actes de la peintresse, dans le cas échéant, cette dernière permettant au moins de laisser une trace pour les futures expéditions. Cette année-là, l'expédition se constitue notamment de Gustave, l'un des protagonistes, qui sera à la tête de celle-ci. Il est effectivement en dernière année de vie et a tout intérêt à aller tenter l'expédition. Ce qui lui apporte une motivation supplémentaire, c'est surtout la disparition de Sophie, son ex, avec qui ils ont eu quelques différends, mais dont les sentiments s'étaient affirmés par la suite. Au cœur de cet équipage, on retrouve également Lune, Ciel ainsi que Maëlle, âgés seulement de 16 ans, considérée par Gustave comme sa sœur adoptive. Mais le début de l'expédition ne se passe pas comme prévu, puisqu'en effet, au loin, l'équipage fait la rencontre d'un homme d'une cinquantaine d'années, ce qui n'est théoriquement pas possible puisque personne n'étant âgé de plus de 32 ans ne peut être en vie. Mais le pire est à venir, il est doté de pouvoirs qui semblent surhumains et déciment la quasi-intégralité de l'expédition. Gustave se retrouve alors seul et déjà à bout, émet l'idée d'en finir, mais il est finalement retrouvé par Lune qui le convainc de continuer. Plus tard, ils finissent par retrouver Maëlle au cœur d'un étrange manoir protégé par un mystérieux conservateur. Au fur et à mesure de l'aventure, elle se retrouve à être en proie à des sortes de cauchemars, des visions en noir et blanc, au sein desquelles elle revoit le vieil homme ainsi qu'une fille masquée de son âge lui ressemblant beaucoup. On rencontrera également Eski, une entité démesurée, jadis considérée comme l'un des êtres les plus puissants du monde. Elle nous accompagnera tout au long de l'aventure et puisqu'elle sait voler et nager, ça nous sera bien utile. Enfin, ça c'est à condition d'avoir ses pierres de pouvoir, ce qui n'est pas le cas actuellement. On met donc le cap sur les falaises de roches vagues en vue de retrouver Flory, une pierre qui permettra de traverser la mer directement vers le monolithe. Sauf qu'au moment où la pierre est retrouvée, le vieil homme fait son retour, éliminant un membre supplémentaire de l'expédition, Gustave, sous les yeux impuissants de Maëlle. Pour ceux qui suivront.
Alors qu'il tente de s'emparer d'elle, il lui dit qu'il fait ça pour le bien de leurs deux familles, phrase que l'on pourra comprendre un petit peu plus tard dans l'aventure. Mais c'est à cet instant qu'un nouveau personnage fait son apparition, Verso. Il semble connaître Maël et le vieil homme à la fois, ce qui soulève déjà quelques questions. Mais l'heure n'est pas aux interrogations. Maël, sauvé par Verso, peut continuer l'expédition avec Lune et Ciel. Après avoir célébré une digne cérémonie pour Gustave, la prochaine étape sera la Vieille Lumière, une sorte d'ancienne version alternative de Lumière, la ville d'origine. Et on va déjà y voir un petit peu plus clair en son sein. On apprend notamment que le manoir dans lequel se trouvait Maël appartient en réalité à Renoir, le vieil homme ainsi que sa famille, sa femme Aline, sa fille masquée Alicia, ainsi que son fils Verso. Plus facile de nous trahir si c'est moi le méchant. Pousse-toi, Verso! Je vais buter ce sale enfoiré! Tu ne lui as pas dit la vérité. N'est-ce pas, mon fils? S'ensuit un duel entre Renoir et notre expédition, au terme duquel Noko, dont le père est Monoko, qui a rejoint l'équipe peu de temps avant, se sacrifie, permettant à l'expédition de reprendre. On assiste toutefois à une phase que Maël semble être la seule à pouvoir observer, dans laquelle elle semble communiquer avec Alicia, la fille masquée. Sans un mot, elle fait comprendre à Maël que le manoir en question a brûlé plusieurs années auparavant, dans une réalité plus ou moins alternative, entraînant ainsi ses brûlures au visage. Quoi qu'il en soit, notre groupe repart en direction du monolithe, l'objectif principal restant inchangé. Sauf qu'arrivé sur place, on constate qu'un bouclier en protégeait l'accès, et qu'il faudra créer une arme suffisamment puissante pour l'anéantir. Après avoir battu deux Axons, des créatures surpuissantes refermant beaucoup de chroma, autrement dit la forme vitale des créatures peuplant le continent, nous revoilà à côtoyer ce charmant conservateur qui nous fabrique gentiment l'arme dont on a besoin. À nous donc le monolithe. Renoir, l'homme âgé, parvient enfin à être vaincu par Maël qui semble être doté de nouveaux pouvoirs, permettant ainsi son gommage. La peintresse est elle aussi vaincue. L'expédition 33 triomphe, là où toutes les autres ont échoué, faisant ainsi disparaître le nombre du monolithe. C'est fini. C'est fini. Le nombre. Ça y est. On l'a fait. La fin des problèmes semble se profiler, et un monde salvateur s'annoncer. Le retour à lumière se fait sous les acclamations et les confettis. L'ambiance est joyeuse et festive et notre équipage est accueilli en héros. Sauf que pendant que la fête bat son plein, Verso, dans son coin, déballe une lettre de sa sœur, Alicia, destinée à Maël. Et c'est à cet instant que tout bascule, puisqu'on passe d'une seconde à l'autre, d'une clarté festive, à une obscurité qui va s'annoncer tragique. L'intégralité de la ville se retrouve à disparaître, à subir le terrible gommage que tout le monde pensait éradiquer suite à la 33e expédition, victorieuse, qui était pourtant censée être la dernière. Et évidemment, rien n'est encore terminé. Dans la fameuse lettre confiée à Verso par Alicia, on apprend la vérité. Le monde dans lequel le joueur évolue depuis une dizaine d'heures, toutes les rencontres qui ont été faites, chaque morceau de dialogue, chaque étreinte, chaque rire, n'est en réalité qu'un monde factice que Aline, la peintresse, a peint afin de faire le deuil de son fils Verso et ainsi pouvoir le faire continuer à vivre quelque part. Ce dernier est lui-même un tableau peint par Verso dans sa vie réelle cette fois-ci, avant sa mort, durant le fameux incendie que l'on a déjà un petit peu entreaperçu. Celui-ci a été provoqué par la famille des écrivains qui souhaitaient décimer la famille des peintres, du nom des Descendres, qui sont les personnages que l'on connaît, à savoir Aline et Renoir, ainsi que leurs enfants, Verso, Alicia et Cléa. Et c'est au cœur de ce tableau que Aline continuait à peindre et lui permettait ainsi de continuer à vivre avec son fils, incapable d'en faire son deuil. Verso, le Renoir tué avant la peintresse, et Alicia n'étaient en réalité que la version peinte de ces derniers au sein du tableau, et non pas ceux du monde réel, d'où leur immortalité d'ailleurs. La peintresse, quant à elle bien réelle, n'était pas responsable du gommage annuel. On apprend que le véritable responsable n'était autre que Renoir, emprisonné sous le monolithe par Aline elle-même. Ta mère peint la vie, et ton père, la mort.
Que peindras-tu? Le but de Renoir était donc de détruire le monde actuel, indirectement le tableau, afin de retrouver sa famille au grand complet, qui passe sa vie à mourir dans le monde factice de celui-ci, puisqu'en effet, il s'agit du prix à payer pour vivre en son sein. Le décompte du monolithe était donc une œuvre de Renoir et non de la peintresse, dont le stratagème était le suivant: drainer la puissance d'Aline, qui de son côté, utilisait ses dernières forces pour sauver la vie dans le tableau. En détruisant le monolithe, l'expédition a en réalité libéré la plus grande menace qui soit, Renoir, qui ne souhaite de son côté que détruire le tableau pour retrouver sa famille dans le monde réel. Le conservateur qui nous a aidés n'est d'ailleurs que son avatar qui lui a permis de parvenir à ses fins. On apprend également que Maëlle n'est autre que la Alicia du monde réel, envoyée à la base par Cléa, qui voulait elle aussi mettre un terme au tableau en stoppant le dernier fragment d'âme de Verseau qui maintient le tableau en vie. Plus faible que ses aînés, elle a très vite été retrouvée par Aline, qui lui a créé de nouveaux souvenirs, lui inventant une nouvelle identité afin de la protéger. Du coup, à son réveil dans le tableau, Maëlle se réveille avec sa réelle identité, Alicia, avec tous ses véritables pouvoirs et souvenirs accompagnés de Verseau, qui était au courant de la vérité depuis le début. Ils font alors face au chaos qui règne au sein du tableau, causé par Renoir. Ils finissent par le rencontrer, le vrai cette fois-ci, et non son avatar. Les tensions semblent être quelque peu apaisées, mais cette nouvelle relation se détériore rapidement, lorsque Renoir annonce qu'avoir fait revenir Aline ne lui suffit pas. Il souhaite toujours détruire le tableau en tuant une bonne fois pour toutes le fragment d'âme de Verseau dans ce dernier, afin qu'elle ne puisse plus jamais y accéder à nouveau, et qu'elle puisse enfin en faire son deuil, et que la page soit tournée pour de bon. Sauf que Maëlle ne l'entend pas de cette oreille. Elle souhaite préserver les derniers souvenirs de son frère décédé et commence ainsi à vouloir rester à l'intérieur du tableau, tout comme sa mère l'a toujours fait, étant donné que sa vie en dehors du tableau est bien loin d'être aussi radieuse qu'à l'intérieur de celui-ci. C'est alors la guerre entre Maëlle et Renoir, qui lui annonce qu'elle mourra, consumée par la chroma, si elle reste trop longtemps dans le tableau, commençant ainsi son travail de destruction. Verseau et Maëlle sont alors sauvés par Eski et Monoko, et elle parvient ensuite à ressusciter Ciel et Lune, la seule chose qu'elle puisse faire étant donné la quantité de chroma dont elle dispose. C'est en effet Renoir qui en détient la quasi-totalité dans le tableau. Le nouvel objectif est désormais de se débarrasser de Renoir une bonne fois pour toutes, et de mettre fin au chaos qui règne. Maëlle et les autres y parviennent, donnant ainsi accès au dernier fragment d'âme de Verseau, afin de décider du futur du tableau. Sauf qu'à partir de cet instant, c'est le joueur qui devra s'affranchir d'une décision cornélienne pour décider de la suite de l'aventure. En effet, Verseau, de son côté, en a marre de cette fausse vie alternative et d'être prisonnier de cette destinée à peindre pour l'éternité afin de sauver un monde en plein chaos. De son côté, Maëlle est devenue comme sa mère, préférant sa vie ici plutôt qu'à l'extérieur, quitte à y mourir, souhaitant de son côté que le fragment d'âme de Verseau continue à peindre, ce qui lui permettrait de devenir la seule peintresse du tableau et lui donnerait la possibilité de ressusciter tout le monde et de terminer sa vie dans ce monde alternatif, bien heureux, bien qu'irréel. C'est alors au joueur de décider la fin qu'il souhaite voir. Ici, vous avez de la chance, vous n'avez rien à faire, je m'occupe de tout. En prenant le parti de Maëlle, on semble pouvoir contempler le côté égoïste de cette dernière, qui continue ainsi à torturer le fragment d'esprit de Verseau, ainsi forcé à peindre pour maintenir le tableau en vie. De son côté, Maëlle, elle, détient de fait tout le chroma et peut se permettre de ressusciter qui elle veut, notamment Gustave et Sophie. Elle apparaît alors en tant que dictatrice au cœur du tableau, torturant au passage l'esprit de Verseau. Mais la réalité, c'est qu'elle se consume au fil du temps, puisqu'on la voit, son visage se faisant consumer, dépérissant ainsi à cause de la chroma qui, à terme, aura raison d'elle. En prenant le parti de Verseau, le joueur met fin à l'existence du tableau. Autrement dit, le monde dans lequel le joueur a évolué depuis le début de l'aventure, avec pour conséquence un devoir d'adieu envers Lune, Ciel, ainsi que les autres personnages n'existant qu'au sein du tableau. Le fragment d'âme de Verseau est alors sauvé de sa torture éternelle, et la vie reprend alors son cours dans le monde réel. S'ensuit l'enterrement de Verseau, dont tout le monde n'a d'autre choix que d'accepter le deuil. Pour cette deuxième fin possible, Maëlle se retrouve à devoir faire le deuil de Ciel, Lune et des autres en plus de Gustave. Bon, et ben voilà. Si vous ne connaissiez pas l'histoire de Clair Obscur, c'est désormais chose faite. D'ailleurs, on a évoqué tout un tas de choses qui embellissaient le jeu au possible, mais il y en a bien une dont on n'a pas encore parlé, et vous vous en douterez peut-être, la musique. Clair Obscur a été plus que salué pour ses ambiances musicales qui, mises bout à bout, dépassent les 8 heures. À chaque plan, une musique, bien entendu chargée d'apporter au spectateur l'émotion que le plan seul n'aurait pu lui apporter. Honnêtement, il y a tellement de séquences qu'on pourrait prendre tout au long du jeu, mais je vais essayer de vous en faire une petite sélection qui démontre au mieux sa beauté au travers de sa musique.
Une ambiance sonore qui se marie merveilleusement bien avec les plans, que ça soit pendant les duels ou les cinématiques, accentuant un subtil mélange entre atmosphère, émotion et moments forts. Tout le monde sait que peu importe le support, film, jeu ou série, la musique a un rôle plus qu'essentiel pour mettre en valeur ce que ces derniers cherchent à nous montrer. Elle s'apparente à un ingrédient à part entière d'une recette qui, sans elle, serait totalement fade et sans saveur. Les musiques ont d'ailleurs eu un tel succès que sur les 9 dates des concerts de la tournée française, qui ont lieu de avril à mai 2026, tout est parti en un éclair, quelques minutes seulement. Avec un bon nombre de personnes qui ont encore un goût amer en bouche après avoir été expulsées du site à cause du surnombre bien trop important essayant de réserver sa place. Certains, présents dès l'ouverture du site, voient leur place passer dans la file de 10e à 33 millième. Effectivement, il y avait de quoi l'avoir mauvaise. C'est pour dire à quel point les musiques du jeu ont été un succès foudroyant. Il faut aussi que je vous reparle de Soundfall Interactive, le studio de développement qui, on le rappelle, est indépendant. Et Clair Obscur, après sa sortie cette année, s'est forgé une réputation comparable au mastodonte dit AAA, sauf qu'il n'en a en rien l'identité. Le budget du petit studio montpelliérain a tourné autour des 10 millions d'euros. Certains voient ce chiffre grimper à 30 millions en y incluant la partie marketing. Et après quelques recherches, le budget d'un jeu vidéo dit AAA tourne généralement autour des 150 millions d'euros. Je pourrais vous citer Cyberpunk 77 par exemple, dont le budget s'est levé à environ 170 millions d'euros d'après certaines sources. Et tout cela n'a rien d'anodin. Cela met en lumière l'ambition du projet, son identité profondément artistique et l'investissement personnel de ceux qui l'ont créé. Ce mélange, ce petit cocktail, donne au jeu une authenticité rare que les joueurs français, comme les joueurs du monde entier, ont immédiatement ressenti. Et c'est ce qui a permis au titre de briller bien au-delà de nos frontières, avec un succès largement reconnu à l'international. Voir un studio choisir la créativité plutôt que la rentabilité à tout prix, ça fait du bien. Et puis ça rappelle aussi quelque chose d'important. Oui, en France aussi, on a du talent, autant que n'importe où ailleurs. Parce qu'ici, c'est bien la vision fantasmée d'un pari poétique et presque théâtral auquel on a eu affaire, comme on a pu l'évoquer au début de la vidéo. Un travail de la lumière façon très clair-obscur, une douceur et une profondeur inspirées tout droit des impressionnistes. On a une sensibilité narrative très à la française, qui s'est développée tout au long du jeu, avec notamment un côté introspectif, dessin tragique, un symbolisme quasi omniprésent, ainsi que bien sûr, une approche très littéraire du monde et des personnages. Là où beaucoup décident de privilégier l'épique, Clair Obscur a choisi de s'affirmer via un côté tragique romantique et de mettre en avant une poésie très visuelle et narrative, avec une sensibilité que l'on pourrait qualifier de Made in France. On ne va pas revenir sur les critiques qui ont été adressées au jeu en faisant l'un des mieux notés de 2025. Mais on peut toutefois mettre en avant l'enthousiasme et l'engouement dont il a fait preuve, notamment en dépassant la barre des 5 millions de ventes à la date du 8 octobre 2025, qui a donc pu légèrement augmenter depuis. Tant qu'à faire, on peut aussi se pencher rapidement sur les nommés aux Game Awards 2025, puisqu'en effet, Clair Obscur a obtenu le record de 12 nominations pour un jeu unique, un véritable exploit pour un jeu indépendant et français qui plus est. Parmi ces différentes nominations, on retrouve les suivantes: le prestigieux GOTY, autrement dit le jeu de l'année, la meilleure direction de jeu, le meilleur scénario, la meilleure direction artistique, la meilleure musique et bande-son, le meilleur design sonore ainsi que la meilleure performance, le meilleur jeu indépendant et de surcroît, le meilleur premier jeu indépendant, ainsi que le meilleur jeu de rôle et j'en passe quelques-uns. Tout ça pour dire que Clair Obscur a frappé très fort et continue de le faire. Le rendez-vous aura donc lieu le 12 décembre pour déterminer quel sera le jeu de l'année, que tout le monde voit déjà remporté par Clair Obscur et il est clair qu'aucun jeu ne semble rivaliser pour cette année 2025. On parle de Clair Obscur depuis tout à l'heure, mais très concrètement, apparaître le nom du jeu, c'est quoi d'autre? Non, parce que ce qui fait d'une œuvre sa popularité, ce sont aussi les petits détails. Et ce jeu-là, il ne fait pas exception à la règle. Puisqu'en effet, le clair obscur n'est ni plus ni moins qu'une technique utilisée notamment en peinture, le chiaroscuro, qui, on le rappelle, est une thématique au cœur du jeu. Cette dernière consiste à créer des contrastes forts entre des zones claires et des zones sombres rapprochées. Elle est souvent utilisée et très efficace pour augmenter l'effet de volume et ou de proportion et accentuer les mouvements et expressions d'un corps ou d'un visage. Et rien que ça donne une dimension très métaphorique au jeu, dans son titre comme dans ses plans et dans son histoire. On part d'une ville radieuse pour terminer au cœur de celle-ci, mais dans des conditions bien plus sombres, plus obscures. Et évidemment, comme on vient si bien de le rappeler, le nom du jeu fait directement référence à la technique artistique du même nom, qui est si bien représentée au cœur du jeu. Et elle a par ailleurs été utilisée par de nombreux maîtres de la peinture tels que Rembrandt et d'autres artistes de la Renaissance qui ont utilisé cette technique afin d'accentuer le drame, l'intensité émotionnelle et la tension dans leurs œuvres. D'ailleurs, parmi les personnages, il y a bien dû y avoir un nom qui vous a parlé,
Je parle évidemment de Renoir. Beaucoup l'ignoraient avant et après avoir joué au jeu, mais Renoir, en plus d'incarner cet homme sacrément badass, n'est autre que l'un des plus célèbres peintres français. Il se rattachait d'ailleurs au mouvement impressionniste, que l'on a déjà abordé à quelques reprises dans la vidéo. Et j'estime personnellement que la coïncidence est bien trop grossière pour que ce nom lui ait été attitré, sans faire référence au peintre du même nom qui lui a bel et bien existé. Bon, ça n'a pas trop de rapport avec le jeu, mais je vous glisse tout de même quelques-unes de ses œuvres, c'est cadeau. Au sommet de tout ça, on a un jeu qui a su regrouper énormément de qualités et qui a su conquérir le cœur des joueurs et des joueuses, une esthétique à la fois très forte et unique, un gameplay équilibré, une ambition artistique tout aussi prononcée, le tout accompagné d'une dimension indépendante marquée par un succès mondial retentissant. Le studio de développement Soundfall Interactive nous a bien démontré qu'il était possible de mêler ambition et vision artistique et de marquer le monde de son empreinte, tout comme un AAA aurait pu le faire. D'autre part, je suis tombé sur l'une des déclarations du studio annonçant qu'ils ne souhaitaient pas agrandir leur équipe. C'est du moins ce qu'a annoncé Guillaume Broche, le CEO et directeur créatif de Soundfall Interactive, qui explique vouloir conserver une structure d'une trentaine de personnes dans le but de préserver l'authenticité, la cohésion et la sensibilité émotionnelle qui ont façonné l'identité du RPG. Le studio cherche à rester fidèle à sa philosophie et surtout à continuer à créer des expériences sincères sans rechercher la croissance à tout prix. D'ailleurs, il faut que je vous fasse une petite confidence, mais je n'ai pas joué à Clair Obscur. Mais je dois bien admettre que c'est un jeu qui m'a fasciné en tout point, notamment le storytelling de ce dernier qui, couplé à ses chefs-d'œuvre musicaux, n'a pas pu provoquer autre chose que l'émerveillement en moi, même si bien sûr c'était parfois et souvent une petite pointe de tristesse et d'amertume qui surgissait au plus profond de mon être. Ce que j'en retire personnellement, des plans et des scènes à couper le souffle, une histoire hautement bien réalisée, tant dans son originalité que dans sa réalisation, des musiques qui se marient on ne peut mieux avec les différents plans tout au long du jeu, des personnages aussi attachants qu'ils peuvent nous sembler détestables. Ce que j'aime aussi, c'est que le jeu, il fait aussi vivre le joueur quelque part. Il l'incorpore dans son art. Il le fait s'investir moralement et émotionnellement, notamment à la fin où l'on doit choisir qui on soutient. À ce moment, le jeu ne cherche pas réellement à donner tort ou raison à l'un ou à l'autre, mais plutôt de mener le joueur vers l'introspection et de comprendre l'enjeu de chaque personnage et de son point de vue. On peut aisément penser que personne ne voudrait être torturé comme le fragment d'esprit de Verso, tout comme on peut facilement s'identifier à Maëlle, qui préfère cette vie plutôt que de devoir retourner affronter les terribles drames qu'elle a vécus tout au long du jeu. Honnêtement, je ne trouve pas vraiment de défaut à ce jeu, à part peut-être un, ses mécaniques de combat qui ne m'ont pas du tout attiré. Quoique je ne peux même pas vraiment le qualifier de défaut, on aime ou on n'aime pas, les goûts et les couleurs comme on dit. Ce que je trouve fascinant avec Clair Obscur, c'est le lien parfaitement harmonisé entre art, culture, histoire et jeux vidéo. Parce que honnêtement, un jeu qui parle de peinture et indirectement de techniques d'art et de la belle époque, il fallait oser, et il faut croire que les joueurs n'ont pas été déçus. Mon analyse personnelle, c'est que les gens ont apprécié malgré eux, sans réellement savoir la provenance de ce dont ils se sont délectés. Un petit peu comme quand vous mangez un plat, et que vous savez qu'il y a un petit ingrédient en plus qui le rend encore plus savoureux, sans toutefois savoir de quoi il s'agit. Mais du coup, mes félicitations. Si vous avez aimé Clair Obscur, vous vous êtes indirectement intéressé à la belle époque, et vous avez même éveillé votre âme de philosophe. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant, Soundfall Interactive a teasé, à l'occasion des 5 millions d'exemplaires vendus, un DLC gratuit qui devrait voir le jour. Il permettrait aux joueurs de découvrir de nouvelles zones jouables, de nouveaux boss, des costumes originaux ainsi que de nouvelles langues supplémentaires à travers le monde. Les développeurs auraient également subtilement déclaré que le DLC révélerait certains aspects inattendus du jeu, notamment autour des skis, cette figure aussi emblématique que mystérieuse. Les théories, toutes plus folles les unes que les autres, font donc bon train chez les fans les plus ardus. Quoi qu'il arrive, si le cœur vous en dit, je vous invite à redécouvrir le jeu, avec des yeux et une oreille nouvelles, à scruter et à analyser chaque plan, chaque détail, chaque musique, qui sont le fruit d'un travail acharné, ayant ainsi permis de propulser le jeu au point où il en est aujourd'hui. Et c'est de cette manière que Clair Obscur s'est imposé, non pas comme un simple jeu, mais presque comme une œuvre, un chapitre des plus marquants, écrivant ainsi une page de plus dans l'histoire du jeu vidéo français.